Je me suis rapproché donc en tant que membre du CA de la PHEC et puis en tant que concepteur de mes homologues, conceptrices et concepteurs, pour que nous nous mettions d'accord, ce qui sera acté, alors je le dis de façon très, très claire, qui sera acté dès le prochain concours sur 2 points. Le verbe juger, là pour le coup, renvoie à un spectre assez large de signification qui n'est pas sans laisser un peu perplexe et peut-être sur le recul impressionné que nous sommes dans un premier temps. Cette vidéo est en partenariat avec Audencia. Salut Frédéric. Salut Pitchy. Très content de te retrouver aujourd'hui. On se retrouve en plein milieu du mois d'août pour parler cette fois-ci du nouveau thème, le thème jugé. Mais avant ça, peut-être, je te laisse te représenter et notamment aussi nous parler des copies de cette année en culture générale. Qu'est-ce que tu en as pensé ? Alors, je vais faire dans le sens que tu me proposes. Hein. Donc, je suis Frédéric Bretéché, je suis professeur de culture générale à Nantes, à l'extérieur à Chavagne, en ECG, en première et en deuxième année. Et puis, alors je vais peut-être pas égrener tout ce que je fais. Je suis également membre du conseil d'administration de la PHEC, donc qui est l'association des professeurs de prépa HEC, quelques matières que ce soit. Et puis, je suis également responsable développement académique à Audencia, où je suis régulièrement consulté pour des évolutions sur les programmes. J'interviens également dans quelques cours, donc ça, j'en suis très heureux. Et je suis également concepteur pour HEC-EM Lyon, pour la CG, et puis pour Audencia également pour les ECT. Et correcteur, évidemment. Donc ça fait pas mal de casquettes. Beau, très très beau CV, je te le dis chaque année. Mais pour les personnes qui nous rejoignent et qui ne te connaissaient pas, au moins ça permet de poser les bases. D'ailleurs, du coup, en parlant de concepteur et correcteur, qu'est-ce que tu as pensé cette année des copies, notamment en ECG, mais aussi en ECT ? Est-ce que tu as senti une évolution ? Est-ce que tu as des remarques particulières à faire parvenir aux étudiants ? Oui, alors j'ai envie de dire, sans vouloir trop jouer sur les mots, puisque le thème c'était l'image, j'ai envie de dire avec un peu de sérieux quand même, cette année, que les copies que nous avons eues sont un peu à l'image d'une pente un peu dangereuse que l'on observe depuis quelques années et qui là est devenue particulièrement, je vais dire le mot, inquiétante, et au moins sur 2 aspects. Le premier aspect concerne la forme. C'est-à-dire la forme visuelle, la qualité de la graphie, mais alors plus certainement encore la qualité de la maîtrise de la langue, qui là nous inquiète beaucoup. Et ce, quelles que soient les écoles conceptrices, puisque j'ai pu rencontrer les différents concepteurs et les différentes conceptrices pour échanger à ce sujet. Et nous sommes assez inquiets d'une évolution qui tout simplement dit qu'il y a une mauvaise maîtrise de cette langue qui, pour la plupart, est la langue maternelle, malmenée. Et si on malmène sa langue, on malmène également la pensée que la langue est supposée soutenir. Donc ça, c'est le premier point. Le second point concerne le contenu. Parce qu'on a été un peu étonné, en tout cas à HEC-EM Lyon et puis à Audencia également, en ECT, de se rendre compte qu'il y avait beaucoup de références, toujours les mêmes, employées par quasiment tous les étudiants. Et à quelques rares exceptions, on a eu des copies qui convoquaient systématiquement les mêmes références et qui plus est, les convoquaient quasiment toujours de la même manière, d'un point de vue récitatif. Alors, cela évidemment inspire quelques remarques. Je ne peux pas penser, nous ne pouvons pas penser que tous les profs aient fait exactement la même chose. C'est impossible. Et pour croiser très souvent des collègues, je sais que nous sommes allés chercher chacun des choses qui nous plaisaient, sur lesquelles on avait envie de parler, et puis que l'on maîtrisait et qui offraient une véritable variété d'approches d'un thème aussi riche et aussi spécifique, quand même, technique, que pouvait l'être le thème de l'image. Donc, ça ne pouvait pas venir de là. L'autre hypothèse, je pense qui est la bonne, c'est que beaucoup d'étudiants écoutent, peut-être de façon un peu distraite parfois, les cours de CG, encouragés par certains, entre guillemets, influenceurs, qui se croient autorisés à faire des remarques qui ont peut-être marché pour eux,
mais qui ne marche pas pour la quasi-totalité des gens. Donc, qui consiste à ne pas vraiment suivre les cours qui sont développés, étayés par les enseignants, et vont plutôt chercher des substituts, des ersatz ou des compléments, des livres, des podcasts, etc. Bon, alors là-dessus, je n'ai absolument rien à dire. Je serais très très mal placé pour le dire, puisque moi-même j'ai œuvré dans des éditions il y a plusieurs années. Je l'ai fait pendant plusieurs années, et puis je fais des podcasts, et puis nous nous retrouvons régulièrement pour parler des thèmes. Donc, ce n'est pas une critique de ces contenus-là. Ils peuvent être parfois très très bien. Mais ce que je regrette, c'est que beaucoup d'étudiants inversent les choses, et ce que nous faisons, ou ce que j'ai fait, ou ce que je continue de faire, comme certains de mes collègues, ce sont des compléments. Ce n'est pas la matière première de ce qui doit servir à nourrir l'étudiant lorsqu'il va se mettre à réfléchir pour produire quelque chose le jour du concours. La matière première, c'est le cours. Et c'est le cours du prof qui, alors qu'il semble bien, pas bien, peu importe, enfin on n'oublie pas quand même d'où l'on est. Quand un étudiant se met à trouver pas bien un cours, il a peut-être des armes pour le dire. Enfin, faut qu'il regarde d'où il parle quand même, avant de juger, mais ça, il en sera question plus tard à propos de notre thème. Donc, d'abord, qu'il fasse l'effort de suivre un cours qui, le plus souvent, a été pensé, étayé, qui se développe sur plusieurs mois, et qui va donner une façon originale, celle des deux enseignants quand il y en a deux, ou de l'enseignant quand il est tout seul en CG, d'appréhender le sujet. Et, en fonction de cela, il va trouver des compléments, comme des compléments alimentaires, exactement de la même façon, qui vont lui permettre, peut-être parce qu'il est gourmand, d'aller plus de ce côté-là, alors que le prof l'utilise moins, d'aller nourrir quelques aspects dont il a semblé à l'étudiante ou à l'étudiant qu'il avait été sous-estimé. Enfin, bref, les choses doivent se passer comme cela. Or, parce que beaucoup d'étudiants me semblent aller d'abord vers ces compléments plutôt que vers la nourriture de base, eh bien, on se retrouve avec des choses mal digérées, sans trop vouloir filer la métaphore, mais des choses mal digérées, reproduites non pas telles quelles, parce que je pense que c'en est quasiment fini des paragraphes appris par cœur. Là, on n'a vraiment plus l'impression que on a suffisamment œuvré contre cette arnaque intellectuelle, tout simplement. Donc, je crois qu'ils ont tendance à faire cela, et on se retrouve avec des copies qui se ressemblent beaucoup. Et quand des copies se ressemblent beaucoup dans le cadre d'un concours, on voit bien ce que ça donne. On n'arrive pas à départager. Et s'il se trouve en plus qu'on se rabat sur des typologies de plans qui ressemblent plus ou moins vaguement à ce qui a été fait pendant l'année, et qu'on tente de les appliquer en se disant « bon, c'est très proche d'un truc que j'ai fait en cours, donc je vais faire ça, puis ça va bien passer quand même », on a du mal à trouver de bonnes notes. Donc, honnêtement, cette année, on a eu quelques difficultés à pousser les notes vers le haut. Et d'autant plus, et là je reviens au point que j'évoquais sur la maîtrise de la langue, d'autant plus que la maîtrise n'y est pas. Donc, et je suis désolé du monologue, à moins que tu aies une question, mais je me suis rapproché, donc, en tant que membre du CA de la PHEC, et puis en tant que concepteur, de mes homologues, conceptrices et concepteurs, pour que nous nous mettions d'accord, ce qui sera acté, alors je le dis de façon très, très claire, qui sera acté dès le prochain concours, sur 2 points. Le premier, c'est que la maîtrise de la langue va être évaluée à travers un barème, qui n'est pas encore défini. Il faut que l'on se mette tous d'accord, et l'inspection générale que j'ai conviée à la réflexion nous aidera à définir un barème, mais qui pourrait, pourquoi pas, très bien être exactement le même que celui de la synthèse. On peut aller là-dessus. Comme ça créerait une forme d'harmonie sur la notation. Mais à voir, rien n'est décidé encore. Mais en tout cas, il faut marquer le pas. Et puis, également, un deuxième point qui sera clairement noté sur la copie, enfin sur l'entête du sujet, que nous n'accepterons plus
de notation qui ne soit pas rédactionnelle. C'est-à-dire que les grands 1, les grands 2, les grands 3, petit 1, petit 2, petit 3, les abstracts, etc., que l'on trouve, qui n'ont leur place nulle part. Je ne sais pas qui apprend cela aux étudiants, je ne sais pas. Toujours est-il que ça ne correspond pas aux attendus de la dissertation. Et donc, nous avons d'un commun accord décidé, côté BCE, côté Écricom, de sanctionner, avec un nombre de points imparti, les copies qui s'acharneraient à faire ce qu'il ne faut surtout pas faire. Il y a des règles, eh bien on va être jugé en fonction de ces règles-là. C'est absolument essentiel. Bon, je vois déjà que tu as mis tout au long de ce développement le terme juger, donc je sens qu'on est sur la bonne vidéo pour la suite. Juste avant de passer sur le thème de juger, est-ce que tu avais le ressenti au niveau des copies qu'il y avait potentiellement soit une peur de l'originalité, donc c'est-à-dire d'aller au fond des réflexions et de vraiment développer ces réflexions personnelles, au-delà évidemment des références qui étaient, comme tu disais, très souvent similaires. Et est-ce que tu as eu l'impression que le thème avait été parfaitement compris? Est-ce qu'il y avait une bonne prise de recul par rapport aux sujets qui ont été posés, par rapport à la spécificité du sujet? Qu'est-ce que tu as ressenti de ce point de vue-là? Mais c'est toujours un peu la même chose, et ce, quels que soient les sujets. En réalité, on se rend compte que les meilleures copies, ce sont celles dont on estime, malgré parfois quelques imperfections formelles, dont on estime qu'elles sont véritablement entrées dans le thème et qu'il y a une parfaite maîtrise du thème, dans son aspect pluriel. Or, les copies, beaucoup que nous avons trouvées, se sont cantonnées, en général, à quelques aspects qui, sans doute, ont été travaillés, retravaillés, sans s'autoriser la moindre originalité, en effet. Alors, c'est un vrai problème, c'est une vraie question, qui touche également à l'identité des concours. Peut-être que pour telle banque, il s'agira d'évaluer le travail qui a été fourni sur tout cela pendant l'année. Et pourquoi pas, hein, c'est parfaitement légitime. Donc le caractère un peu laborieux, sans aller chercher une originalité particulière, du moment que l'étudiant a travaillé son thème, maîtrise les notions, maîtrise les œuvres, c'est très bien, il peut répondre à une question qui le plus souvent n'est pas très complexe. Et puis il y aura d'autres types de sujets qui vont aller chercher, eux, une originalité plus grande. Et quand je dis originalité, c'est pas à côté farfelu, hein, c'est pas ça. Originalité, c'est-à-dire une pensée originale, c'est-à-dire une pensée authentique. Celle que l'étudiante ou l'étudiant aura, pendant son année, travaillé, essayé de développer en testant des choses, en allant voir si elle ou il pousse de ce côté-là, ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas. L'année de préparatoire sert à ça. Hein. Il faut se préparer. Pour se préparer, il faut essayer des choses. Alors, de temps en temps, ça fonctionne et le prof va dire, ou les profs vont dire, non, alors là, n'allez pas là-dessus, ce n'est pas valide, etc. OK. Et puis d'autres fois, ce sera valide et donc ça, on peut cocher. Mais s'il s'agissait de préparer un concours pour des écoles de management qui prépareraient elles-mêmes des clones, les mêmes, qui répètent toujours la même chose, honnêtement, je vois absolument pas l'intérêt. On a besoin de managers, inventifs, novateurs, audacieux, qui font bouger les choses, bouger les lignes. C'est très bien d'avoir des lignes, hein, il faut des lignes. Enfin, il faut savoir les faire trembler de temps en temps. Et d'une certaine manière, l'épreuve de culture générale, tout particulièrement, vise à sélectionner les personnes qui seront soit capables ou n'ayant envie que de montrer qu'elles savent des choses, ça c'est un peu la base, jusqu'à celles qui évidemment maîtriseront les choses, maîtriseront les données, mais sont capables d'en faire une recette originale. C'est ce qui fait la différence entre un chef et puis un grand chef. Vous voyez, donc bon, voilà, c'est ce que l'on cherche. Je regretterais que nous n'allions que vers la première catégorie de personnes qui veulent investir sur ce qu'ils ont travaillé pendant l'année et s'assurer de cela et rien que de cela. Parce que penser, c'est un risque. Il faut oser penser, hein, selon l'adage kantien. Il faut savoir oser se servir de son entendement.
allons-y. Enfin, s'il y a bien une épreuve, me semble-t-il, les autres aussi, ça va de soi, mais enfin, s'il y a bien une épreuve dans laquelle on peut faire preuve d'une véritable originalité ou authenticité de la pensée, c'est bien en culture générale. Ah bah, je peux que confirmer, je suis entièrement d'accord avec toi. Et c'est aussi pour éviter justement ce que tu disais tout à l'heure sur les copies, de retrouver des copies qui sont difficiles aussi à classer, parce qu'à partir du moment où elles se ressemblent toutes et ne vont pas au bout des choses, difficile de pouvoir ensuite évaluer et même de monter très haut. Absolument. Pour ça, justement, on se retrouve aujourd'hui pour parler du thème jugé, et notamment pour essayer de donner les premières réflexions. Évidemment, on n'est qu'au mois d'août, donc c'est les prémices du thème jugé. Aujourd'hui, l'idée, ça va être de réfléchir ensemble à ce que t'évoques le thème jugé, s'il te plaît déjà, pour commencer. Est-ce que c'est un thème qui te plaît? Et ensuite de réfléchir aux premiers axes de réflexion qui pourraient être intéressants pour les étudiants, qui sont potentiellement en vacances ou qui vont reprendre prochainement les révisions pour leur concours blanc de pré-rentrée ou pour leur rentrée, et donc de leur donner des axes de réflexion sur lesquels se pencher, avant de réfléchir ensuite évidemment à des références. Alors jugé, ça te plaît? Écoute, quand nous avons appris, alors cette année très tôt, que le thème serait jugé, il y a eu deux choses, deux émotions peut-être un peu contradictoires, et il ne faut jamais négliger les émotions. Souvent, on a tendance à rationaliser les choses, mais mon côté un peu proustien me pousse à dire que et les émotions, et les sentiments, et les sensations, il faut les accueillir, il faut les interroger, se méfier un peu parfois du caractère purement rationnel, parce que dans la raison, il n'y a pas tout. Et de fait, immédiatement, le mot juger s'est imposé avec toute sa force, et même cet infinitif un peu justif qui semble imposer quelque chose comme une nécessité absolue. Le mot juger m'a fait un peu peur. Je dois l'avouer, ça m'a fait un peu peur, parce que, oui, il y a eu une adhésion spontanée. C'est un thème qui est d'actualité, il l'a toujours été, mais qui est particulièrement d'actualité, mais également un verbe qui suscite pas mal d'appréhension. Et ça, pour plusieurs raisons. D'abord, sans doute, parce qu'il est extrêmement difficile d'en donner une définition claire, une définition définitive. Enfin, on a l'impression d'être face à juger comme Pascal face au temps, qui dit grosso modo que si personne ne me demande ce que c'est, je sais. Je sais ce que c'est que le temps, je sais ce que c'est que juger. Mais alors, sitôt qu'on me demande de définir le terme, alors là, je ne sais plus. Je ne sais pas, je n'arrive pas à le faire. Et le fait est que c'est un terme particulièrement problématique dans notre langue, qui est un peu le problème de la langue française et qui est à la fois sa richesse, c'est-à-dire que c'est une langue assez resserrée. On a beaucoup de mots qui sont polysémiques, là où d'autres langues, l'anglais, l'allemand, ou même le latin ou le grec ancien, qui sont mes spécialités, utilisent parfois plusieurs mots pour dire ce que nous, on resserre en un seul mot. Eh bien, le verbe juger, là, pour le coup, renvoie à un spectre assez large de signification qui n'est pas sans laisser un peu perplexe et peut-être, sur le recul, impressionné que nous sommes dans un premier temps. Hyper intéressant. Pour revenir sur juger, notamment cette forme très concise qui est presque impérative. Juger, c'est pris vraiment dans sa forme la plus pure, vraiment sans complément. Et ce qui est intéressant là-dessus, c'est que, comme tu l'as dit, quand tu as entendu le thème, juger, il y a eu déjà un premier ressenti. Et ce ressenti, je pense qu'il est partagé par beaucoup de personnes, c'est que juger, ça a déjà une connotation un peu négative dans la forme dont on l'entend aujourd'hui quotidiennement. Est-ce que, selon toi, juger, c'est un thème qui a uniquement une vision négative? Non, alors ce n'est pas un thème qui a uniquement une vision négative. Bon, il se trouve juste quand même que France, on est traversé par une vieille tradition judéo-chrétienne, et même si on n'est pas croyant, peu importe, enfin, il se trouve que c'est un héritage. En première année, on s'en rend bien compte, en première année de prépa, quand on a travaillé les influence des trois religions monothéistes. Mais cette tradition nous amène à l'idée que l'on retrouve chez Matthieu, dans l'évangile selon Matthieu, qu'il ne faut pas juger. Il y a comme un impératif à ne pas juger,
Matthieu dit, hein, ne jugez point afin de ne pas être jugé. Donc, il y a cette idée qu'il ne faudrait pas juger. Et le juger du thème, qui est au contraire une invitation à le faire, nous met dans une situation, alors qui n'est pas insurmontable, hein, on ne va pas se mentir, mais malgré tout, qui vient forcer quelque chose en nous qui peut-être n'est pas si naturel que cela. L'idée d'éviter de juger trop vite, de juger à l'emporte-pièce, etc., qui peut pousser à méjuger, c'est quelque chose qui traverse un peu notre façon d'être, voire notre morale. Et le thème nous invite à faire l'exact opposé. Ce qui nous met dans une situation peut-être un peu difficile. Bah, ce qui est intéressant justement, parce que quand on prend juger, on va dire, sur son aspect le plus classique, on voit directement un peu le côté juridique, c'est-à-dire un peu la légitimité de juger, c'est-à-dire des personnes qui sont habilitées à juger. Et donc, est-ce que selon toi, l'aspect juridique, c'est un point sur lequel on pourrait commencer pour réfléchir à ce thème ? Alors, on peut commencer, on peut le prendre en chemin, peu importe. Force est de constater, de toute façon, quand on va du côté de l'étymologie, parce que souvent l'étymologie nous aide à y voir plus clair. Juger, c'est iudicare, c'est-à-dire c'est dire le droit, dire la loi, dire ce qui est juste. Donc, juger appartient en propre au domaine de la loi, donc au domaine du droit, au domaine de la justice. Sauf que le mot juger va déployer dans notre langue plein d'autres aspects. Et on ne pourrait pas se contenter de l'aspect purement juridique ou réduire le thème de juger à la justice. Évidemment, il en sera question. Impossible de passer à côté, de toute façon. Alors là, pour le coup, ce serait une impasse qui serait coupable, parce que juger, c'est parfois aussi condamner, hein, et c'est même très souvent condamné. Donc, il y aurait une forme de culpabilité là-dedans. Mais juger renvoie à plein d'autres choses. Alors, si on essaye un petit peu, parce que je pense que c'est ce à quoi tu m'invites. On se comprend bien. Juger, si on joue un peu sur les sonorités, c'est très proche de jauger. C'est jauger, c'est-à-dire c'est mesurer pour connaître la capacité d'un volume, la capacité d'un contenant. Donc, juger, ce serait jauger. Mais par extension, si on jauge le contenant, on est amené à apprécier le contenu et donc à apprécier la valeur du contenu. Donc, juger, c'est à la fois jauger, mesurer, mais c'est également apprécier. Alors, quand on apprécie, eh bien, on évalue. Puisque apprécier, ça va être également estimer quelque chose, dans les deux sens du terme, c'est-à-dire faire une estimation comme on estime une surface ou un bien, et puis estimer, c'est porter de l'estime à. Donc on se rend compte que juger va déterminer également la valeur d'une chose. Et cette valeur n'est pas qu'une valeur formelle, factuelle, c'est également une valeur affective ou une valeur morale. Quelque chose qui échappe finalement à une mesure stricte, une mesure purement rationnelle. Un peu loin, si tu veux, des mathématiques, quoi. Enfin, quand on évalue des comparaisons numériques, ou quand on évalue des chaînes de caractères, on fait quelque chose qui repose sur des règles. Or, estimer la valeur de quelqu'un, là, pour le coup, ça échappe à cette règle. Donc, juger va nécessairement renvoyer à une appréhension un peu subjective des choses, parce que quand on donne du prix à quelque chose, un prix plus ou moins grand, à telle chose plutôt qu'à telle autre, eh bien, on met en place un système d'appréciation personnelle. Mais cette appréciation personnelle, en jugeant et en donnant de la valeur plus ou moins importante à quelque chose, nous met dans un état de donner du poids à une chose plutôt qu'à un autre. Or, donner du poids amène forcément à peser,
Et peser en latin, ça se dit pensare. Et pensare, ça donne également le mot penser. Donc, juger, par cette chaîne-là, a à voir également avec la pensée, d'une façon générale. Alors, c'est vrai que tout cela nous mène à des domaines extrêmement vastes. Hein. D'autant que, quand on pense, quand on juge, on est amené à produire quelque chose. On est amené à produire un effet, et cet effet a souvent un effet dans le réel. Parce que juger, ça n'est jamais quelque chose de tout à fait en l'air. Ça appelle une concrétisation, ça appelle un effet. Et un effet qui a des répercussions, comme je le disais, dans le réel. Donc, juger va relever parfois de l'impression, mais cette impression peut laisser une empreinte pour soi, mais également pour autrui. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que si on le prend d'un point de vue juridique avec le juge, lorsque le juge dans le tribunal évoque la sentence, alors on voit déjà le juge comme quelqu'un de très objectif et neutre, c'est-à-dire qu'il va s'appuyer sur des faits pour trancher. On voit que ça a des conséquences sur le réel pour la personne qui condamne notamment, mais on voit aussi que dans le jugement, et tu parlais de subjectivité, dans le fait de juger, on voit aussi que justement la subjectivité introduit un rapport à soi et donc a une forme d'état un peu biaisé dans la façon de choisir. Et donc si on parle de jugement plus social, ça introduit cette dimension essentielle du rapport à soi et donc dans le fait de juger. Est-ce que... Ouais. Oui, non, mais je suis d'accord. En même temps que ce rapport à soi, il se construit en fonction de certaines règles. Je prends un exemple qui sera sans doute évoqué par plusieurs étudiants. Mais si je prends le cas d'Antigone, Antigone, elle a un choix à faire. Ou plutôt, elle est amenée à faire un choix, puisqu'on lui a interdit de faire quelque chose qu'elle, pourtant, juge absolument essentiel. Cette chose-là, c'est le fait d'enterrer son frère, pour lequel elle a l'interdiction de l'enterrer, une interdiction, une loi, donc, qui, parce qu'elle est loi décidée par Créon, devient justice, une décision de justice. Polynice ayant été considéré comme traître à la patrie, à Thèbes. Or, Antigone ne peut pas ne pas enterrer son frère, quelque traître qu'il ait pu être, parce que c'est son frère, et que les lois, agrapta, comme dit le texte grec, c'est-à-dire les lois non écrites, interdisent de ne pas enterrer son frère, c'est-à-dire quelqu'un de son sang. Et donc elle va enfreindre les lois de son oncle, les lois de la cité, au nom de lois pour elle plus importantes, les lois non écrites, les lois universelles, en tout cas considérées comme telles, consistent à rendre honneur à son frère défunt. Donc là, elle est amenée à faire un choix qui est un choix personnel, puisqu'elle va contre les lois de la cité. Et pourtant, c'est motivé par quelque chose qui la dépasse. Donc il y a ces lois humaines, et puis il y a ces lois au-delà de l'humanité, ces lois divines, puisque c'est le terme qui est employé par Sophocle dans la tragédie, et qui l'amène à répondre à certains impératifs absolument catégoriques pour elle, suivre la loi et juger qu'il faut suivre cette loi-là plutôt que la loi des hommes. Donc, ce côté subjectif qui existe, en effet, on parlait d'impression tout à l'heure, doit être également évalué à l'aune de choses peut-être qui nous dépassent. Là, je parle de lois non écrites, mais ça peut être également d'expériences de vie, ça peut être de traumatismes, d'inconscient, d'héritage, dont on n'a même pas toujours conscience d'ailleurs, et qui nous obligent, d'une certaine manière, à agir de telle ou telle façon, et parfois contre la loi judiciaire. Et ce qui est intéressant là-dessus, c'est que, par tout ce que tu viens de développer, on comprend aussi qu'on ne jugerait pas tous de la même façon dans une situation, ce qui montre, d'une part, que le thème qui nous invite à juger, puisque juger nous invite, comme tu le disais tout à l'heure, à aller vers le sens de juger plutôt qu'à l'inverse, ne pas juger. Et surtout, ce qui va être intéressant, c'est que finalement, on se retrouve un peu dans la société contemporaine. Et c'est peut-être un sujet très, très actuel qui fait écho au monde dans lequel on vit,
où justement on voit qu'on a tendance très rapidement à juger, et peut-être même le développement des réseaux sociaux nous invite à ça. Je ne sais pas ce que tu en penses là-dessus. Oui, alors effectivement, hein, bon, on sera amené à en parler, mais c'est un thème qui s'inscrit en plein dans notre époque, et qui d'ailleurs n'est pas sans inquiéter, puisque chacun aujourd'hui par les réseaux est amené à donner son jugement, surtout son opinion, son avis, à tort et à travers, à telle enseigne qu'on finit par se demander, quand on juge, ce que l'on juge, qui l'on juge, et quelle est la matière de ce jugement, quelle est la validité de ce jugement. Dans un monde qui a toujours été, pour reprendre l'expression de Montaigne, branlant, mouvant, un peu chaotique, c'est peut-être l'ordre naturel des choses, hein, le chaos. Mais de fait, juger est théoriquement là fait pour apporter un peu d'ordre dans ce monde chaotique. Mais cet ordre, qui était avant peut-être monolithique, où les choses semblaient en tout cas plus claires, ne le sont guère plus aujourd'hui. Il y a une espèce d'éclatement, d'éparpillement, de chaotisation du monde, des vérités qui deviennent alternatives. Voilà. Ça invite effectivement à penser. Et ça ramène le terme juger à la notion de vérité. Est-ce que juger, c'est toujours juger en vérité? On est amené quand même à se poser sérieusement la question. Théoriquement, on juge par la parole, puisque juger, encore une fois, hein, iudicare, il y a le mot dire à l'intérieur, mais cette parole, ce logos, auquel Platon s'est particulièrement intéressé, ce logos, on peut en faire un peu ce que l'on veut. Et comme on n'est peut-être pas tous philosophes, et peut-être, malgré nos efforts à conjuguer, l'est-on de moins en moins, il se trouve que la récolte que l'on fait des éléments qui nous permettent d'élaborer un jugement et une pensée et une vérité est une récolte un peu compliquée. Juste un détour, hein, mais logos en grec, le mot logos a d'abord à voir avec la récolte et puis le décompte. Mais évidemment, dans un monde où on va récolter peu, où on n'a plus tellement envie de récolter, on laisse à d'autres le soin de récolter pour nous. Et de décompter exactement de la même manière. Sur quoi se base le jugement? Sur quoi se base le fait de juger? C'est-à-dire, que dit notre parole de vrai si on n'a pas d'abord récolté large et décompté précisément? C'est un peu compliqué. Donc, la vérité s'en trouve un peu évanescente. Surtout quand on voit ce qui se passe aujourd'hui, pour rebondir sur ce que tu disais juste avant, où peut-être qu'on a tendance très vite à juger au premier abord, comme on pourrait dire, ou à juger sans vraiment avoir pris de recul sur ce qui nous entoure. Et c'est peut-être ce qui nous amène aujourd'hui à ce thème, d'ailleurs, c'est juger. Comme si finalement ça s'imposait à nous et qu'on n'avait pas le choix aujourd'hui que de juger dans cette société. Oui, dans une société qui est une société, alors là c'est peut-être le grand échec platonicien, j'en sais rien, lui qui rêvait d'une autre république, mais d'une autre cité, mais on est entré vraiment dans l'ère de l'opinion. Et chacun, peu importe ce que pensent les autres, va se sentir autorisé à développer son opinion, c'est-à-dire en s'appuyant sur des processus de subjectivation de telle ou telle donnée, et à formuler ce qui est subjectif comme une vérité parfaitement objective. Alors, cela peut fonctionner, hein. Kant emprunte un chemin dans ce sens, sauf que Kant, encore une fois, appelle à avoir recours à son jugement, donc à son entendement, donc à une forme de raison et de savoir. Donc oui, il faut être très très attentif à cela, et le thème aujourd'hui interrogera sans doute des pratiques de nos propres étudiants sur leur façon d'appréhender les choses qui les entourent, et y compris leur propre façon de travailler, de penser et de juger.
Ah, bien sûr, et attention au relativisme absolu qui consiste à considérer que puisque je le vis, puisque je le pense, c'est une certitude et c'est une vérité qui s'impose à tous. Oui, alors le relativisme est un courant, euh, alors à la fois nécessaire, puisqu'il faut prendre du recul par rapport à ce qui se dit, toujours pour examiner, tout simplement. Mais le relativisme, quand il devient une doctrine, une doctrine absolue, qui amène bien des gens à dire, mais finalement, à chacun sa vérité. Toi, tu as ta vérité, moi j'ai ma vérité, et puis à chacun sa vérité. C'est une doctrine qui s'autodétruit. Bah oui. Puisque sitôt que l'on a dit que tout est subjectif, eh bien, que tout soit subjectif, c'est donc subjectif, et donc ça ne vaut rien. Donc on ne peut pas l'affirmer comme une vérité absolue. Donc le subjectivisme radical est une doctrine qui s'autodétruit, on ne peut absolument pas s'appuyer là-dessus. On va essayer de faire société commune, se mettre d'accord sur des points auxquels nous pouvons tous adhérer, avec des particularités évidemment et des appréciations différentes, mais alors ça c'est normal, et c'est même absolument nécessaire, mais il faut quand même que l'on se mette d'accord sur quelques axes communs. C'est ça, et c'est justement tout le problème de juger, c'est que si tout le monde se met à juger à tort et à travers, on retombe un peu sur le même débat, c'est-à-dire que ça s'entretue et ça ne mène à rien. Ça ne mène absolument à rien. On s'aveugle plus qu'on essaye d'avancer les yeux ouverts. Au contraire de cette vidéo, justement, qui nous permet de mettre en lumière ce On thème l'espère. qu'est jugé. On l'espère. En tout cas, merci beaucoup pour cette première capsule. On va revenir évidemment sur d'autres aspects du thème et notamment sur un très beau sujet. Avons-nous le droit de juger, dans une seconde vidéo qui, à mon sens, est intéressant. Et tu nous expliqueras pourquoi, à ton sens aussi, ça pourrait être intéressant. Avec plaisir.